Nous sommes de retour à l'émission. C'est l'heure d'aller retrouver cet homme, cette science de la philosophie, ce regard, des fois différent, sur ce qui se passe autour de nous, mais tellement bien dit que ça coule comme une rivière sans fin. C'est-tu pas beau, ça? J'étais pour dire comme l'eau de Misérable, mais l'eau de Misérable coule plus. Oh, et comment ça? Ben, c'est fini. C'est terminé. Nous autres, là, Facho ici. C'est terminé. C'est fini. Écoute, premièrement, merci pour tes bons mots. Puis deuxièmement, ça dure combien de temps au final? La saison des sucres en Outaouais? 2-3 semaines. Ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Puis là, ben, à un moment donné, quand il vient, que c'est trop chaud, ça bourgeonne. Terminé. On s'en ouais. Mais 2-3 semaines, t'as besoin d'être réveillé puis à tes affaires? Ah oui, ben oui. Mais là, je suis non seulement réveillé, mais là, on va pouvoir me reposer après les affaires, effectivement. Bon, hey, avant que tu commences, je veux saluer un auditeur qui, je sais, est à l'écoute pour chacune de tes chroniques parce que ça paraît dans ses écrits. Son nom, je pense que c'est Robert, mais il est tellement peureux. C'est ce que l'on appelle un tough du clavier. Il s'appelle Passeport. Il est amusant. Je dois te dire, il est amusant. Il m'envoie son rapport hebdomadaire pour évaluer ma contre-performance jour après jour. Un sympathique. Oui, un sympathique, un frustré intelligent qui ne t'aime pas trop en passant, Fred. T'es pas son préféré. Mais il m'amuse et s'il n'était pas aussi farouche, je l'ai dit cette semaine, je l'inviterais à venir exposer son opinion sur la place publique. J'en ferais un segment tellement des fois c'est drôle ce qu'il peut dire et ou de moi, et ou de toi, et ou de plusieurs de nos chroniqueurs. Mais évidemment, tu comprends. Écoute, moi, c'est un honneur de me faire planter avec toi, mon ami. Ben, écoute, on est là-dedans, pas pour les bonnes et les mauvaises raisons. On est là-dedans parce qu'on aime ça, puis parce qu'on est des passionnés. Et si cette personne-là n'était pas aussi frêle, je pense qu'on pourrait faire profiter de son point de vue, s'il est aussi bon avec la parole que l'écrit, je vous jure, on rirait sans bon sens parce qu'il est très bon. Alors, je lui lance un message parce que je lui ai déjà dit que c'était un farouche par écrit. Ça n'a pas l'air d'avoir pogné. Je lui lance ça oralement. Si jamais ça vous intéresse de faire de la radio, j'ai un job pour vous, cher monsieur. Je suis peut-être une femme, remarque bien, je ne le sais pas. On ne le sait jamais. Oui. Mais voilà. Dans le sous-sol de sa mère aussi. Hein. Tout à fait. Hey, ce matin, tu veux nous parler de Justin Trudeau. Oui, en fait, de Justin Trudeau, puis de génocide, ça, c'est le bout qui est pas mal moins drôle. Michel ou avant-hier, je me souviens plus trop. Justin a suivi un peu les traces de Joe Biden, le président américain, de génocide. C'est gros, là. Est-ce que Justin a raison? Est-ce que Biden a raison? Il y en a plusieurs qui se posent la question. En droit international, c'est quoi un génocide exactement? La réalité, c'est qu'un génocide, c'est vouloir exterminer par la force. Donc, ça peut être pour des questions ethniques, des questions religieuses, des questions linguistiques. Donc, mais il y a vraiment un volet de force, au sens très, très, comment je dirais, militaire du terme. Il y a aussi une autre définition qui, elle, s'applique aux Autochtones canadiens, qu'on appelle le génocide culturel, qui a été reconnu au Canada, évidemment, par les intervenants, mais aussi par le politique. Quand Justin l'a dit du bout des lèvres, c'est probablement un génocide culturel. Mais dans le cas de l'Ukraine, on ne parle pas de génocide culturel nécessairement, mais bien de génocide au sens fort. Mais ça change quoi qu'on appelle ça un génocide ou une tuerie gratuite ou une hécatombe, nomme-les les noms. Qu'est-ce que ça change au niveau du droit international, du droit de la guerre? Je ne sais pas. Bien, au niveau du droit international, il n'y a pas grand-chose de plus grave qu'un génocide. Ouais, on ne fera rien quand même. Comment est-ce qu'on y donnerait tous les noms qu'on a? Rappelle toute l'édition qu'on a eue ensemble, tu connais ma posture là-dessus. Moi, le droit international, j'y crois pas, honnêtement, parce que c'est un procédé de belles intentions, c'est le fun, c'est des valeurs, on pas, OK, personne n'est contre. Il vient le temps de le faire. Le monde fait dans ses culottes. Ouais. Ou, encore,
Il y a un conseil de sécurité avec des vétos, aux 5 membres les plus puissants. Ces vétos-là sont utilisés pour empêcher l'application du droit international. Où ça devient... Frédéric, je vais te demander de ne pas trop bouger parce que ce matin, contrairement à d'habitude, on a des problèmes, il y a des coupures, des brisures constamment dans la communication. Oh, excuse-moi. Ben écoute, c'est possible. OK. Je suis droit qu'à l'habitude, mais c'est pas grave, ça arrive. Alors, ce que j'allais dire avec ça, Michel, c'est la chose suivante, c'est que si Biden et Trudeau ont déterminé qu'il s'agissait d'un génocide, c'est qu'ils veulent justifier peut-être leur intervention en Ukraine, en droit international. En d'autres termes, ils s'aident à une réplique. Et si on en est là, ben là, on commence peut-être à penser à une troisième guerre mondiale potentiellement. C'est ça qui fait peur à tout le monde. C'est que ça prend quoi pour qu'il y ait une intervention? Puis au début, on s'est fait tout le monde peur avec les conséquences. Mais entre rien faire puis regarder du monde se faire détruire de cette façon-là, un génocide, peut-on tolérer ça sur la planète Terre, tu sais? Ben, tu vois, et c'est en plein ça. Puis, est-ce que Biden a dit ça de manière innocente? Et le terme génocide, il n'y a pas plus gros que ça. Moi, je suis d'accord avec toi, le droit international, ça sert à rien. Sauf que dans la tête des gens, une fois que tu leur as mis justement dans cette tête-là le fait qu'il s'agit d'un génocide, là, tu es en train de valider, préparer mentalement les gens à cette intervention-là. Maintenant, l'autre question qui se pose, est-ce que c'est vraiment un génocide en droit international, Michel? La réponse, c'est que c'est pas clair encore. Il est peut-être trop tôt pour le dire. Pourquoi? Ben, je pense notamment, on sait qu'il y a eu des viols. On sait qu'il y a eu de la déportation d'Ukrainiens. Selon certains chiffres, on arriverait peut-être à 700 000 Ukrainiens déportés vers la Russie. On ne sait pas ce qui s'est passé avec ces gens-là. Et peut-être que la communauté internationale va se retrouver avec beaucoup de regrets et peut-être plutôt de remords dans peu de temps. Peut-être qu'on va apprendre des choses, on ne se le souhaite pas, évidemment, on ne le souhaite surtout pas aux Ukrainiens, mais on ne déporte pas des gens pour le plaisir d'eux. Est-ce que donc il s'agit d'un génocide au sens fort? C'est pas clair que les Russes sont débarqués là pour nettoyer la région du peuple ukrainien, mais quand on se met à attaquer des civils, quand on se met à les violer, quand on se met à les déporter, quand on se met à les attaquer au phosphore, on peut commencer à penser que oui, justement, il y a un début de génocide, il faudra voir jusqu'où ça va. C'est plate, hein? Mais, tu sais, moi, je ne les connais pas vraiment toutes les conséquences. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui va nous envoyer une bombe nucléaire? C'est ça, tu sais, ça, c'est mon nombril qui me dit, hey, je voudrais pas, moi, je veux pas que mon pays, que ma ville soit attaquée par Poutine. Mais quand on regarde ça aller, qu'est-ce que ça va prendre pour que quelqu'un intervienne pour l'arrêter, cet imbécile-là? Ben, écoute, c'est un fou dangereux, ça c'est clair. Si ça peut te rassurer, notre nombril canadien, québécois, la bombe nucléaire, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tu payes sur le piton puis la planète explose. C'est quand même relativement ciblé. Par contre, on sait que les Russes, quand on passe par le nord canadien, sont quand même pas si loin que ça non plus. Est-ce qu'ils pourraient vouloir se venger des États-Unis en passant par l'Alaska? Peut-être. Reste que dans l'intervalle, de toute façon, il est trop tôt pour le dire, mais ce qui est en train de se préparer là, un président des États-Unis n'emploie pas le terme génocide comme ça par hasard, et le premier ministre canadien qui suit ses traces ne le fait pas par hasard non plus. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer, au-delà peut-être de la réalité sur le terrain, et je ne nie pas que c'est possible qu'il y ait un génocide. Je dis simplement qu'il est peut-être encore un petit peu trop tôt pour le dire, mais les propos tenus, eux, sont annonciateurs de quelque chose probablement. J'espère que tu as tort, puis j'espère que tu as raison. Tu vois, je suis comme mêlé un peu dans mes... Écoute, je te finis ça, Michel, si tu veux, avec... Est-ce que tu connais Éric Emmanuel Schmitt? Écoute, j'ai entendu... Le nom, peut-être? Oui. C'est un auteur qui est encore en vie. C'est un écrivain français qui est relativement... Je l'aime pas tant que ça, mais il est relativement intéressant sur certaines affaires. Il a écrit un livre qui s'appelle La part de l'autre. Et ça, franchement, c'est du génie. Il a pris l'histoire de Hitler, et ça, c'est la première moitié du livre. En fait, ça se lit en parallèle. Et l'autre moitié du livre, c'est de dire
qu'est-ce qui serait arrivé si Hitler avait été accepté au Conservatoire des Beaux-Arts à Vienne, en Autriche? Et là, tu vois, dans la deuxième partie, Hitler serait devenu un bon gars, quelqu'un de relax, quelqu'un de gentil, et ainsi de suite. À tous les auditeurs et auditrices, c'est vraiment du génie parce que ce qu'il dit, dans le fond, Éric Emmanuel Schmitt, c'est qu'on a tous, puis il exagère évidemment, mais on a tous une part de démon en nous. Et c'est ça qu'il démontre avec ce bouquin-là. Il y a une citation qui est issue de ce livre-là qui, je pensais, était vraiment pertinente ce matin, tu en jugeras, et c'est celle-ci. Tout génocide est un humanocide. Au fond, tout meurtre est un suicide. Oui, ça porte à réflexion, mais c'est tellement vrai. Quand on parle des Ukrainiens, le Rwanda, le Yémen, c'est loin d'ici. Mais au final, tu le disais toi-même tout à l'heure, puis moi je suis d'accord avec toi avec 1000%, c'est que quand on laisse des gens comme Poutine agir, ben dans le fond, c'est plus qu'un génocide, c'est qu'ils détruisent une partie de l'humanité. Et chaque meurtre, comme le dit Schmitt, est essentiellement un suicide. Tabarouette. Merci beaucoup, Frédéric. Comme toujours, je te souhaite un bon week-end et on se retrouve pas lundi, on est en congé, mais jeudi prochain. Je vais être là, puis joyeux Pâques, amusez-vous, puis bonne chance avec Robert ou Robert. Oui, tout à fait. Et oublie pas, hein, M. Boileau l'a dit, on gère nous-mêmes nos rassemblements avec le masque et on fait attention pour pas trop se contaminer. Ça commence à augmenter dans nos hôpitaux, en passant. J'arrête plus capable. Bye-bye. Salut, Fred. 7h25. On s'arrête. Pierre-Jean est là pour les nouvelles. Et au retour, il est grand, le mystère de l'eau, particulièrement à Gatineau. On en parle avec le microbiologiste Mark Hamilton.